So please, this discussion is going to be focused on value creation in organizations. And our moderator for this panel is going to be no other than Mr. Hervé Gerard, who is the Deputy CEO for First Capital and Group. Bonjour. Alors, j'ai cette unique opportunité, j'ai envie de dire même chance, d'être modérateur de ce panel que je dirais assez relevé, au vu des participants. Et ce que je propose, d'ailleurs, j'ai envie de dire qu'ils ne sont plus à présenter et ils souffriront que je leur demande néanmoins de le faire. Et en commençant par Madame Afou, qui est juste, Madame Touré, qui est juste à côté. Bonjour, je suis Afou Touré, épouse Sam, conseiller technique du ministre du Commerce et de l'Industrie. Et je suis très heureuse d'être sur ce panel sur le private equity et le venture capital. Je dirais que effectivement ma carrière en finance, surtout concernant le continent africain, a débuté avec le private equity. Donc après avoir travaillé avec plusieurs banques ou même en conseil, notamment à UBS, à Deloitte et autres, je me suis justement penchée sur la question de l'investissement ou du financement des entreprises ou des PME et des startups. Et donc à la suite de cela, j'ai rejoint l'Asset Management Company de la SFI. Et à l'époque, ils avaient le fonds le plus large sur l'Afrique et Latin America et le Caribbean qui s'appelait ALAC, donc Africa, Latin American and the Caribbean Fund. Et c'était un fonds de 1 milliard de dollars pour seulement le equity investment en Afrique et en Amérique latine. Et donc à l'époque, c'est justement ce fonds-là qui a investi dans des structures telles que MTN ou beaucoup d'autres structures qui ne sont plus des startups aujourd'hui. Et à la suite de cela, quand je rentre justement en Côte d'Ivoire, même avec la Banque africaine de développement, on est sur pas mal de projets, soit de fonds d'investissement ou de fund of funds. Et encore, l'intérêt et même, je dirais, la motivation de voir l'impact réel de l'investissement en equity sur nos entreprises et la croissance que ça permet justement de procurer à ces entreprises-là. Et donc après cela, je retourne maintenant, je vais maintenant vers l'administration publique. D'abord en tant que conseiller technique du ministre en charge des PME, après DIRCAP adjoint. Et là maintenant, je suis encore dans l'administration avec le ministre du Commerce et de l'Industrie. Et je me penche toujours sur les questions de financement, d'investissement autour des entreprises et du développement, disons, de politique pour améliorer l'environnement des affaires pour les entreprises ivoiriennes. Merci. Merci Mme Afou pour la présentation. Et clairement, déjà à ce stade-là, on a un peu comme le précédent panel, la certitude de pouvoir naviguer entre entreprises, PI, banques et administration. Donc finalement, on va avoir une réflexion décloisonnée. C'est tout l'intérêt de ce type de panel-là. On va continuer avec M. Koulibaly. Alors merci Gérard. Donc très rapidement, je suis Daouda Koulibaly, directeur général adjoint du groupe Attijari Wafa Bank, en charge de la zone UMOA au sein du groupe Attijari Wafa Bank. Et je suis en fait parallèlement président de la chambre consulaire régionale de l'UMOA, qui est la voix du secteur privé auprès de l'UMOA, donc qui était à l'organe de l'UMOA. Et puis je suis comme G3 a dit, le président de HEC Alumni Côte d'Ivoire. Voilà, rapidement. Merci. Merci. Bonjour à tous, merci Hervé. Donc moi je suis Jean-Michel Kamanan, directeur associé à Ouourou. Nous sommes un fonds d'investissement basé en Afrique de l'Ouest avec des bureaux à Lagos, à Accra et à Abidjan, avec pour vocation essentielle d'investir dans les entreprises privées dans notre zone de couverture en leur mettant à disposition des fonds pour financer leurs activités, développer leur business, financer les expansions qu'ils veulent faire, notamment dans la sous-région. Ce sont les dotés de capitaux que nous avons levés auprès de divers investisseurs africains, européens et américains. Merci.
Merci Jean-Michel. Alors, je me présente rapidement, Hervé Gerario. Je suis deputy de CEO de First Capital, c'est la banque d'affaires créée par M. Serge Thiébélé. Et ensuite, par ailleurs, je suis COO du groupe First Capital et Phoenix Capital suite au rachat par First Capital des activités de Phoenix qui comprend de l'asset management, une SGI et un fonds private equity. Maintenant que la présentation de tous a été faite, on va demander, alors ensuite tu dois ici, donc on va demander à Jean-Michel de nous planter le décor. Qu'attend-on par performance et création de valeur? Dans un premier temps, dans l'empire, et ensuite, quels sont les processus qui sont sous-jacents à cette création de valeur-là? Merci Hervé. Donc pour nous, le processus de création de valeur, c'est l'objectif principal d'un fonds d'investissement. Qu'est-ce que nous faisons? Notre objectif lorsque nous investissons dans l'entreprise, c'est d'accroître la valeur de cette entreprise-là, de s'assurer que nous venons pour pouvoir améliorer les processus aussi bien opérationnels, financiers et de gestion de cette entreprise-là. Donc, la création de valeur pour nous, c'est notre raison d'être. Les fonds d'investissement ne viennent pas que mettre de l'argent dans l'entreprise et attendre 5 ans après ou 6 ans après pour venir récolter les fruits de cet investissement-là. Nous avons une approche qui est beaucoup plus active et c'est à travers cette approche active-là que nous sommes capables de pouvoir créer ce qu'on appelle la valeur, que nous sommes capables d'améliorer la performance de l'entreprise avec pour objectif principal de pouvoir augmenter la rentabilité de l'entreprise et pour nous de faire une cession de nos participations, parce que nos interventions sont principalement par prise de participation, donc de faire une cession de notre participation et de générer bien évidemment une plus-value. Donc, nous, au niveau de Ouro, qu'est-ce que nous faisons essentiellement? C'est que nous avons un processus qui se décline en 5 étapes. La première étape, qui est l'étape la plus importante, c'est l'étape de la due diligence, là où nous faisons la sélection de cet investissement. Pour nous, c'est une étape clé parce que c'est là que nous commençons à définir tous les leviers de création de valeur que nous allons implémenter au sein de l'entreprise. Et c'est à travers cette mission de due diligence que nous identifions tous les éléments, toutes les options d'amélioration au sein de cette entreprise-là. Cette étape est importante parce que, en même temps qu'on l'a fait, on se pose la question de savoir est-ce que nous sommes en train de baquer, d'essayer de soutenir le meilleur cheval. Et en tant que fonds d'investissement, on se dit que si, à cette étape préliminaire, on n'arrive pas à bien définir la valeur que nous allons créer, si on n'arrive pas à bien identifier les poches de croissance, il faut qu'on soit assez courageux pour dire qu'on ne va pas continuer avec le deal. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, il ne faut pas commencer une due diligence en disant que je fais la due diligence et il faut forcément que je boucle la transaction parce que j'ai investi de l'argent dans cette due diligence. Donc, c'est une étape qui est très importante pour nous. Ensuite, qu'est-ce que nous faisons? Après avoir fait la due diligence, on a vu ce qu'on devait voir. Dès cette étape-là, on commence déjà à échanger avec l'équipe de gestion, à échanger avec l'actionnaire de référence de la société dans laquelle on investit, pour pouvoir définir ce qu'on appelle un plan de création de valeur, qui se décline sous plusieurs aspects. Il peut y avoir un plan que nous faisons dans les premiers jours, c'est-à-dire les 100 premiers jours, quelles sont les actions que nous allons mener pour pouvoir justement améliorer ce que nous avons pu identifier lors de la due diligence. C'est ce qu'on appelle les quick wins dans notre jargon. Donc, qu'est-ce que je peux faire rapidement pour pouvoir améliorer les choses? Ensuite, nous passons à la deuxième étape, qui est une étape tout aussi importante, qui, elle, permet d'aligner les intérêts avec le management ou l'actionnaire de référence. Parce que si on n'a pas les mêmes intérêts, on ne peut pas travailler ensemble. Donc, aligner les intérêts, c'est de mettre en place un plan de motivation, un plan d'incentive avec le management pour rémunérer les efforts de cette équipe de gestion-là. Ensuite, qu'est-ce que nous faisons? Nous réalisons l'investissement conformément au business plan. Parce qu'on peut avoir un joli plan, mais si l'argent n'est pas orienté là où il doit être orienté, on ne peut pas y arriver.
La quatrième étape, c'est tout ce qui est efficacité opérationnelle que nous avons identifié lors de la due diligence, que nous allons mettre en place. Quelquefois, nous le faisons très souvent même avec l'aide de consultants, parce que nous avons l'humilité de reconnaître que nous ne connaissons pas tout, surtout lorsque nous sommes dans des secteurs très spécifiques. Et enfin, l'étape finale du processus de création de valeur, c'est la sortie. Parce qu'on ne peut pas parler de création de valeur si on ne peut pas réaliser notre investissement. Donc voici un peu les 5 étapes que nous suivons dans notre processus de création de valeur dans toutes les entreprises dans lesquelles nous investissons. Allô ? Merci Jean-Michel pour cette présentation. Et on comprend que, quelque part, là, on ne joue pas au loto. Là. Tout est précis, c'est structuré, la pensée, avec ces 5 étapes-là. Et effectivement, là, on parle de performance et création de valeur. Et donc, Jean-Michel a planté le décor dans l'environnement pays. Et l'idée aussi de ce panel-là, c'est d'élargir le débat, de voir, en fait, tout le processus aussi de création de valeur ailleurs que dans le monde pays. Et du coup, je me retourne vers nos 2 panélistes, et la question pour eux, tourne autour de la déclinaison de la création de valeur dans d'autres secteurs. Donc, la banque, par exemple, l'administration, l'entreprise, et on va commencer par Daouda. Merci. Je pense en fait que le processus globalement, il est donc le même. Donc, à partir du moment où vous voulez donc créer donc la valeur, vous êtes obligé donc de rentrer dans un processus d'évaluation qui vous permette effectivement d'arriver en fait à l'objectif que vous recherchez. Alors pour la banque, c'est plus simple comment on le mesure. Enfin, c'est très simple comment on le mesure. Donc des 2 côtés. Donc le premier côté, c'est d'abord le côté client. C'est assurer qu'effectivement que le client, quand vous lui faites un crédit, quand vous l'accompagnez et qu'il s'en sort, je peux dire en fait donc c'est vraiment un plaisir pour un banquier de prendre une PME, donc de commencer avec quelqu'un qui a commencé tout doucement, petit, et de l'accompagner dans ces différentes étapes pour qu'il devienne en fait une très grande entreprise. Donc là, en fait, donc, on sent qu'on a créé donc la valeur, on lui a apporté donc des conseils, on lui a apporté des financements. De ce côté-là, en fait, des financements, il y a aussi donc l'accompagnement, le conseil. Ça a été dit tout à l'heure, donc il y a une espèce de convergence de vues, même si on ne s'immisce pas dans la gestion comme les fonds d'investissement, mais il y a en fait donc la compréhension, il y a la manière de gérer, il y a j'allais dire la rigueur, j'allais dire aussi donc le savoir-faire de cette entreprise-là qui permet effectivement de grandir, de créer donc de la valeur. Et pour le banquier, c'est comme ça en fait qu'une mesure qui a été donc utile et qu'il a pu accompagner un opérateur économique dans sa phase donc depuis sa naissance jusqu'à sa phase donc de développement, croissance et tout cela. Et pour le banquier aussi, donc bon, bien sûr, donc il crée de la valeur aussi à la fois pour ses collaborateurs qui accompagnent en fait donc bien sûr cet entrepreneur qui sont avec lui et qui suivent aussi donc son business. Donc là aussi, il y a un échange qui leur permet de s'enrichir, qui leur permet donc au-delà d'avoir en fait cette valeur-là qui est plutôt intellectuelle, qui est plutôt en fait donc j'allais dire savoir-faire, know-how, qui leur permet donc de pouvoir se repositionner, de pouvoir en fait donc utiliser ça dans leur vie en fait de tous les jours, mais aussi en fait dans eux-mêmes, dans leur relation donc avec les autres. Et puis il y a enfin donc les actionnaires bien sûr. Donc la création de valeur, vous avez accompagné une entreprise qui, elle, bien sûr, elle a grandi, elle vous paye des commissions, vous paye des intérêts, et bien sûr, ça fait donc du PNB pour la banque. Et là, les actionnaires sont aussi donc satisfaits de cette relation win-win, comme ça a été dit tout à l'heure par Jean-Michel. Donc, en termes donc pour la banque, donc je pense que c'est 3 aspects que je vois, mais avec un process qui est pas loin en fait donc de celui des private equity, sauf qu'on n'est pas en fait vraiment dans la gestion, on est plutôt en fait donc à côté et dans l'accompagnement. Et donc je pense qu'on aura l'occasion de revenir aussi sur la complémentarité qu'on peut avoir avec un fonds d'investissement dans ce type donc de financement et d'accompagnement donc des entreprises. Merci. Merci Daouda. Madame Afou, Madame Touré, pardon. Ne t'inquiète pas. Ok, donc moi je vais plutôt parler de création de valeur dans le sens large du terme. Vu que sur ce panel, si on veut dire, on parle plutôt du volet public. Et donc, quand on prend par exemple une entreprise, comme mes prédécesseurs l'ont si bien dit,
L'objectif de la création de valeur, c'est justement de pouvoir améliorer les marges de ce produit. Donc, par exemple, si on prend tout simplement le cacao et qu'on exporte du cacao brut, on n'a pas forcément autant de valeur que si on le transforme en chocolat, où la marge est peut-être du 10x ou beaucoup plus large. Et donc là, en créant cette valeur au niveau de l'État, bien, nous, on prend justement les avantages de cette création de valeur à tous les niveaux. Que ce soit au niveau des impôts, comme le DG de l'impôt a si bien dit, ou même quand on crée de la valeur au niveau d'un produit, on a plusieurs types de bénéfices pour l'État. Donc, on crée non seulement de l'emploi, parce qu'on a besoin de beaucoup plus de personnes pour transformer un produit. On a une certaine expertise qui se développe, parce que là, maintenant, on est en train de passer dans de l'industrie, donc c'est beaucoup plus complexe. Donc, quand tu as de l'expertise qui se crée, tu as aussi des revenus beaucoup plus larges, je dirais, pour ces personnes-là. Donc, il y a plusieurs fenêtres qui s'ouvrent quand on a une entreprise qui crée de la valeur. Et pourquoi le private equity a un domaine qui est très important, surtout quand on veut développer un secteur privé puissant? C'est ce type de capital smart, comme on l'appelle, parce que c'est pas juste de l'argent ou de l'investissement financier, mais c'est un investissement qui vient aussi avec de l'expérience, avec de la technicité et avec tous les appuis opérationnels et techniques dont l'entreprise a besoin pour se développer. Donc, quand on a un fonds qui décide d'investir dans une entreprise, que ce soit en minorité ou même en majorité, ils deviennent maintenant des partenaires actifs de cette entreprise-là. On sait très bien que la plupart du temps, quand un entrepreneur décide de créer une entreprise, c'est surtout souvent sur la base de passion ou même on a vu un problème qu'on veut résoudre, mais on n'a pas souvent tous les aboutissants pour passer à l'échelle dans cette entreprise-là. Et donc, on a un fonds qui vient non seulement avec l'appui financier pour permettre à l'entreprise de scale assez rapidement, mais ils viennent aussi avec cette technicité opérationnelle, ils viennent avec de l'innovation, ils viennent avec les services technologiques pour aider l'entreprise à passer le cap. Et donc là, on résout un de nos gros problèmes ici en Afrique, mais plus particulièrement en Côte d'Ivoire, où on a énormément d'entreprises qui n'arrivent pas à passer à l'étape même de devenir une entreprise intermédiaire ou même de grandes entreprises. Elles restent toutes dans des PME, mais pendant vraiment longtemps. Moi, je me dis, si je commence petite, dans 3 ans, 4 ans, je passe moyenne, et après, au bout de 5-6 ans, on doit te voir devenir une grande entreprise. Mais ce n'est pas le cas dans nos contrées, parce que la plupart du temps, quand on arrive à gagner de l'argent ou même à avancer avec son entreprise, au point où on atteint très vite un plateau. Et donc, les investissements, justement, de ces fonds ou même des banques permettent justement à ces entreprises-là de passer ce plateau-là et de scale assez rapidement. Maintenant, pour parler spécifiquement en termes de comment créer de la valeur au niveau du ministère ou même dans nos activités au niveau du public, là, c'est le même concept, parce qu'on veut tous un retour sur investissement. Mais c'est encore plus important pour nous parce que nous, c'est l'argent du contribuable, si on veut dire, qu'on investit dans des projets. Et donc, il est très important de maximiser justement ces retours sur investissement. Et je peux donner 3 exemples de comment on essaie de le faire. C'est d'abord la participation citoyenne. Parce qu'il est très facile d'avoir des ressources et de décider qu'un projet va changer, si on veut dire, la vision pour les entreprises, pour le commerce, pour l'industrie. Mais en étant assis dans ce bureau, si on n'a pas justement l'avis de toutes ces personnes qui vont bénéficier de ces services-là, on peut aller dans une direction qui serait complètement à l'opposé de ce dont ils ont besoin. Donc la participation citoyenne à tous les niveaux, donc dès le niveau du brainstorming, dès l'étape même de création, avant même de passer au design et à l'implémentation. Il est très important d'avoir une participation citoyenne. Après, quand on parle d'amélioration des services publics, il faut bien sûr ajouter tous les éléments du secteur privé. Et ayant fait près de 10 années dans le secteur privé avant de passer au public, on voit que l'innovation est très importante, la technologie. Comment est-ce qu'on peut optimiser nos process? Parce que vous en avez, bon, je pense que ceux qui sont passés avant nous en ont parlé, la lourdeur administrative. Mais comment est-ce qu'on arrive à transformer notre administration pour qu'elle puisse s'adapter non seulement aux réalités actuelles, mais même aux réalités des entreprises, surtout qu'on a un ministère qui est à 90% en contact avec le secteur privé. Et le dernier point, c'est justement sur la gestion efficace des ressources. Et ça passe justement par les ressources humaines. Qui est-ce qu'on emploie? Comment? Quelle est leur formation? Est-ce qu'on a une visibilité sur le temps qu'ils mettent dans les différentes tâches? Et comment est-ce qu'on s'assure qu'on a un retour sur toutes les ressources qui sont investies dans tous les projets? Donc c'est vraiment à tous ces niveaux-là qu'on peut non seulement
apporter de la valeur dans nos projets au niveau du ministère, mais en plus que cette valeur-là soit directement perçue par ceux qui sont censés, ou bien les parties prenantes qui sont censées bénéficier de ce projet. Voilà. Merci. J'ai envie de dire, ouf, déjà, qu'à la deuxième question, on est déjà très enrichi par la profondeur des arguments et de ce partage d'expérience-là. Moi, je retiens déjà participation citoyenne, smart capital, manière de gérer, savoir-faire, quick win, précision, création et partage. Et là, je me retourne vers Daouda, parce que la création de valeur, effectivement, c'est de la planification, comme nous l'a dit Jean-Michel, mais aussi, on se rend compte, souvent, ça peut arriver qu'on soit dans une situation de décalage. Donc la question pour Daouda, c'est, en termes d'agilité, qu'est-ce qui est requis d'un leader en termes d'agilité dans ce processus de création de valeur, de performance, et quelles sont les difficultés auxquelles il peut être confronté? Alors, merci. Donc, je pense que tout est dans le point que tu as utilisé, donc l'agilité. Je pense que si vous voulez en fait arriver à créer de la valeur, vous devez être agile. Agile à la fois en termes d'organisation, agile à la fois d'esprit, agile d'intelligence et agilité donc en tout point. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui bouge énormément très vite. Il est important que l'entreprise puisse pouvoir s'adapter, puisse pouvoir en fait donc anticiper donc les différentes difficultés donc qui vont venir et arriver donc à tout de suite pouvoir être agile sur donc les différents mouvements de la société et parfois même, et là tu as aussi utilisé un terme qui est très important, le leadership, le leader, et si vous êtes leader aussi, donc ça nécessite aussi une capacité d'adaptation, une capacité d'innovation. Vous ne pouvez pas être leader sans capacité donc d'innover. Donc pour moi, c'est très important et vous devez être en fait capable donc d'anticiper les changements et même pour ceux pour lesquels vous n'avez pas fait d'anticipation, être capable de pouvoir en fait vous en sortir dès qu'ils se posent parce que justement votre organisation dispose de cette agilité-là qui lui permet de pouvoir rebondir en fait à chaque fois qu'il y a des difficultés. Pour moi, les enjeux de nos sociétés aujourd'hui sont tellement importants, que ce soit pour l'entreprise, que ce soit pour le public, que ce soit en fait même pour les ONG, pour les organisations, tout type d'organisation. Les enjeux aujourd'hui sont de plus en plus complexes et de plus en plus difficiles. Donc, même un leader éclairé, tout seul, ne peut pas en fait arriver à faire face à l'ensemble de ces difficultés. Donc, il est important pour ce leader-là de pouvoir en fait donc s'entourer de petits leaders autour de lui, si je peux dire les choses comme ça, de créer en fait un écosystème qui lui permet donc effectivement d'avoir cette agilité, cette intelligence collective, qui lui permet donc de pouvoir rebondir et de pouvoir en fait innover, être dans l'innovation donc à chaque fois. Comme on le dit assez souvent, donc le leader c'est celui qui grandit, mais tout en aussi faisant grandir son écosystème, donc son entourage, ses collaborateurs, les gens avec qui il travaille. Et donc, pour moi, il faut plutôt s'inscrire dans une dynamique, à un moment on appelait ça le flowship, donc c'est d'avoir en fait donc, plusieurs leaders, à chacun dans un domaine précis, qui permettent effectivement de pouvoir prendre des relais quand c'est compliqué, de pouvoir en fait tous ensemble, pouvoir tirer donc dans le bon sens, et c'est comme ça en fait qu'on arrive à créer donc la valeur. Donc je disais vraiment pour moi c'est très important donc d'avoir cette agilité donc au niveau de votre organisation, pouvoir en fait vous adapter, pouvoir rebondir en fait quand ça ne va pas et pouvoir en fait donc ajuster donc le tir. Et je pense aussi que c'est ce que donc le banquier regarde, c'est ce que aussi donc le fonds d'investissement regarde. Quelle est aujourd'hui en fait votre capacité à pouvoir en fait quel est votre leadership à pouvoir anticiper sur ces différentes difficultés et quand vous êtes face à la difficulté, comment vous réfléchissez. Et donc c'est cet ensemble-là, ce flowship, ces différents leaders qui tous ensemble permettent de pouvoir trouver donc la bonne solution et de pouvoir donc s'adapter, chacun jouant en fait son rôle et chacun avec efficacité qui permet donc de pouvoir faire face donc aux difficultés. Donc voici ce que je voulais dire en fait par rapport donc à ta question sur donc effectivement agilité, leadership, innovation et anticipation. Donc ça va ensemble. Merci. Merci Daouda.
En effet, dans la présentation que Daoud a eu la gentillesse de faire, moi j'en retiens par ailleurs cette nécessité, comme tu l'as indiqué, d'avoir une organisation finalement représentative. Parce que je comprends bien, il faut quelque part redescendre le leadership à chacune des étapes, à chacun des échelons. Et donc, ça nous conduit vers des problématiques de gouvernance. Et je sais que nos amis du PI sont très, très alertes sur cette thématique-là. Et je ne saurais justement la commenter sans laisser la parole à Jean-Michel, qui va nous se prononcer sur la problématique de gouvernance et dans la création de valeur. Merci Hervé. La gouvernance, pour un fonds d'investissement, je pense que c'est vraiment l'un des facteurs clés, parce que c'est là que nous intervenons dans l'entreprise. Nous, les fonds d'investissement, c'est vrai qu'on travaille avec l'équipe de gestion, mais on ne se substitue pas à l'équipe de gestion. On ne vient pas faire le travail du management. On ne fait pas de micromanagement. Donc, l'organe le plus adapté pour nous de pouvoir vraiment mettre en œuvre ce plan de création de valeur, là, c'est le conseil d'administration. Donc, tous nos investissements, que nous soyons actionnaires minoritaires ou actionnaires majoritaires, nous avons toujours une place au conseil d'administration de l'entreprise. Parce que c'est là-bas que nous pouvons intervenir, c'est là-bas que nous pouvons peser sur les décisions qui sont prises dans le cadre justement de ce programme de création de valeur. Au niveau de Ouro, nous allons un tout petit peu plus loin que juste avoir un siège au conseil d'administration, un ou deux sièges en fonction de l'actionnariat que nous détenons dans cette entreprise-là. Nous mettons en place également ce qu'on appelle des comités du conseil d'administration. Ce sont des comités techniques qui sont en charge de thématiques bien précises et qui sont en ligne avec le plan de création de valeur que nous avons établi depuis notre due diligence. Vous vous rappelez, je vous disais que la due diligence est l'étape la plus importante pour nous parce que c'est là que nous décidons de tout ce que nous allons faire. Et au sein de ce conseil d'administration et de façon plus pratique dans ces comités techniques-là, nous arrivons à implémenter et à suivre l'implémentation de tous ces éléments que nous avons définis dans notre plan de création de valeur. Et bien évidemment, au conseil d'administration, nous votons avec les autres actionnaires dans le sens de ces éléments que nous avons mis en place. Donc la gouvernance est très importante parce que c'est à ce niveau-là qu'on essaie également de prévenir les crises. Parce qu'on peut se retrouver dans une situation où il n'y a pas un parfait alignement des intérêts entre nous et l'actionnaire de référence ou les autres actionnaires de l'entreprise. Donc c'est au niveau du conseil d'administration que nous pesons pour pouvoir régler toutes ces divergences-là. Mais toujours notre boussole, c'est le plan de création de valeur que nous avons mis en place et les instruments pour pouvoir implémenter cela, c'est le conseil et les comités techniques que nous mettons en place. Merci Jean-Michel. Alors, au niveau de donc la prochaine étape, l'idée c'est de faire dans cette prochaine étape un partage d'expérience. Donc nos panélistes vont effectivement nous faire un retour des questions qu'on leur posera et par ailleurs partageront dans leurs réponses des expériences pour que nous sortions tous enrichis de vécus divers. Parce qu'en réalité, c'est la diversité des vécus qui enrichit les uns les autres. Et donc l'idée là dans cette question, c'est de faire un zoom sur quelques axes de création de valeur. Et avec en vue d'avoir quelque part d'être enrichi par la vue de l'investisseur, du banquier, de l'assurance, de l'entrepreneur, de l'administration. Et les thèmes qu'on va aborder sont les ressources humaines, la planification stratégique, l'optimisation financière. Et donc l'idée c'est de faire un zoom sur ces différents axes-là et faire un partage d'expérience avec en tête la création de valeur, comment on peut utiliser les ressources humaines, la planification stratégique, l'optimisation financière dans ce processus de création de valeur. Voilà. Je vais commencer par Mme Touré. Très bien, merci infiniment. Je pense que le zoom sur ces différents éléments, je dirais ressources humaines, planification stratégique, optimisation financière,
relativement au secteur du private equity est très important parce que déjà on est dans un secteur, si on veut dire, c'est du service. Donc un fonds de private equity ne fait que justement investir, mais surtout, comme on a dit tout à l'heure, du smart capital. Et donc ce smart capital-là, il n'est visible qu'à travers justement les gérants et les membres de ce fonds d'investissement-là. Donc la ressource humaine est très 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 importante. Au-delà de recruter même des personnes compétentes, il faut recruter des personnes avec de l'expérience. Parce que quand on parle de justement rentrer dans le conseil d'administration de différentes structures, quand on parle de même gérer le volet opérationnel et pouvoir contrôler ou même pouvoir déjà prédire comment une activité ou une entreprise va se comporter sur plusieurs années, il faut de l'expérience. Et donc, au-delà de l'expérience financière qui est requise pour un fonds d'investissement typique, il faut aussi de l'expérience opérationnelle. Et ça, je pense que c'est très clé, surtout pour ceux qui veulent faire du private equity en Afrique, que ce soit Afrique francophone ou même Afrique anglophone. Parce que quand on rentre dans le capital d'une entreprise, qu'on le veuille ou non, je sais que Jean-Michel a dit qu'ils ne font pas vraiment du micromanagement, mais on a besoin d'un certain minimum de micromanagement. Parce qu'après, on réalise que les entreprises, bien qu'elles arrivent à faire du chiffre, bien qu'elles arrivent justement à mettre en valeur leurs produits et leurs services, il y a un manque de renforcement de capacité. Il y a un manque la plupart du temps d'expérience clé pour justement passer à la prochaine échelle pour ces entreprises-là. Et donc c'est en apportant cette expérience complémentaire dans l'entreprise que maintenant ce fonds-là peut apporter cette valeur additionnelle et créer même de la valeur pour l'entreprise. Donc quand le fonds vient avec de l'investissement, bien sûr, ils viennent aussi avec les ressources compétentes. Et donc je prends un exemple, quand on veut investir justement dans une entreprise qui est, je sais pas moi, dans la transformation par exemple d'hydrocarbures, on ne peut pas avoir justement proposé d'avoir des membres du conseil ou des administrateurs qui n'ont aucune expérience dans ce domaine. Il faut aussi apporter cette expérience-là. Et donc, c'est pour ça que les ressources humaines sont clés, parce que c'est à travers leur expérience et leur expertise qu'elles apportent justement de la valeur à ces différentes entreprises dans lesquelles elles arrivent à apporter cette valeur. Quand on parle aussi de planification stratégique, c'est très très important parce que on est dans un écosystème où quand on investit la plupart du temps, justement, c'est sur 5 ans, 7 ans, souvent même 10 ans. On est vraiment sur du long terme. Donc il faut pouvoir non seulement planifier stratégiquement, mais prendre en compte tous les facteurs exogènes et endogènes qui vont venir, si on veut dire, bousculer cette planification. L'administration, la politique, le gouvernement, ils sont tous des parties prenantes dans cette planification-là. Par exemple, quand on planifie un investissement et qu'on est dans une année électorale, il faut prendre ça en compte. Parce que ça peut bouleverser les tendances financières même justement du pays ou même en termes même de comment l'entreprise va se comporter. Il faut prendre en compte tous les acteurs qui sont dans l'écosystème. Par exemple, chez nous ici, quand par exemple on est dans une période, on est dans la période de Ramadan, si vous êtes dans le secteur agroalimentaire, il faut prendre ça en considération. Donc il y a vraiment beaucoup de secteurs exogènes et endogènes à prendre en compte et donc la planification stratégique devient de plus en plus importante. Maintenant, au niveau, je dirais, du climat des affaires aussi, il est important de voir comment est-ce qu'on arrive à créer un environnement où on a assez de liquidité, où on a assez de mouvement. Donc, par exemple, ici, pour faire justement un exit qui sera favorable justement au fonds, il faut pouvoir avoir des options d'exit. Donc, il faut que tout le milieu, on avait le DG de la BRDM qui est là, qui était là tout à l'heure, il faut qu'on puisse avoir des options d'exit où on peut partir, par exemple, en bourse. Il faut que tout ce qui est M&A soit développé. Donc, M&A, c'est quoi? C'est fusion et acquisition, c'est bien ça. Donc, tout ce qui est fusion et acquisition soit aussi développé pour qu'on puisse aussi souvent avoir des fusions avec d'autres entreprises, pour qu'on puisse acquérir d'autres entreprises pour créer des plateformes. Donc, il faut vraiment que tout ce milieu réglementaire-là soit aussi à l'avantage de l'entreprise et du fonds. Et c'est pour ça qu'il faut regarder tout ça dans le plan stratégique de l'entreprise. Et dès le départ, quand on fait une due diligence sur l'entreprise, on regarde directement quel est l'exit qu'on prévoit pour cette entreprise-là. Et c'est ce qui va permettre justement au fonds de se positionner. J'ai beaucoup parlé du volet fonds, c'est vrai, mais je pense que l'administration aussi a son rôle à jouer justement pour créer ce cadre réglementaire-là, pour que quand on est dans un cadre et qu'on investit, l'argent justement est protégé. Donc le cadre juridique est là, le cadre réglementaire est là,
et qu'on sait qu'on a une administration qui est compétente pour justement intervenir et créer ce système-là où on se sent en sécurité pour investir. Donc je pense que c'est là le rôle aussi de l'administration sur ces différents aspects-là. Merci. Merci. On va continuer avec toi, Daouda, et ensuite Jean-Michel. Merci Gérard. Alors, j'ai l'habitude de dire à mes collègues et à mes collaborateurs que le métier que nous faisons, c'est d'abord un métier de femmes et d'hommes. Donc le métier de banquier, c'est d'abord un métier de femmes et d'hommes. Au-delà des murs, des locaux, du système informatique, c'est d'abord les femmes et les hommes qui font donc la différence. Donc je reste donc sur le premier point de la question des ressources humaines. Je pense que c'est un élément clé dans la création de valeur. Alors, pour même la petite anecdote, je dois à la cible, donc les filiales que je supervise, il n'y a même plus de direction des ressources humaines, c'est la direction du capital humain. Parce qu'on estime en fait que les ressources humaines sont un élément clé, comme le capital qui est apporté, et sans ça, vous n'êtes pas capable donc, de créer donc, de la valeur. Donc sur la question des ressources humaines, donc je pense que c'est très clair en fait donc pour nous et pour tout le monde, il faut en fait effectivement des ressources humaines de qualité, des ressources humaines en fait donc qui sont capables de se réinventer tous les jours, qui sont capables d'innover, qui sont capables de s'adapter, qui sont capables d'avoir une agilité d'esprit, une agilité d'intelligence qui leur permet donc de pouvoir, avec leur intelligence collective, de pouvoir se poser les bonnes questions et apporter donc les bonnes réponses aux questions donc qui nous sont posées. Sur la question de la planification stratégique, là aussi, donc, c'est un béaba. Si vous voulez, en fait, si vous montez votre entreprise, si vous n'avez pas une stratégie claire, vous ne savez pas, en fait, vous n'irez nulle part. Donc, il faut, en fait, avoir une stratégie qui soit, elle aussi, agile, et donc, à tout moment, être capable, donc, de la réorienter en tenant compte, donc, de l'évolution de la société, parce que je le disais tantôt, dans la première question, dans la première intervention, que les choses bougent tellement vite aujourd'hui qu'il faut être capable effectivement de pouvoir anticiper, de s'adapter et de pouvoir en fait avoir cette agilité qui permet, même quand on a une stratégie qui est écrite, en général on fait un plan stratégique et si vous avez bien remarqué, avant le plan stratégique c'était d'abord 7 ans, 5 ans, 3 ans et maintenant en fait on fait des plans stratégiques sur 3-5 ans mais avec une révision quasiment chaque année quand on refait le budget pour s'assurer que les bases qu'on a, les fondements qu'on a mis en place sont toujours les mêmes et sinon en fait être capable de s'adapter tout de suite et réorienter donc les choses. Le dernier point sur l'optimisation financière, bon je pense donc là c'est malheureusement j'ai un défaut, je suis banquier donc c'est ce que j'essaie de faire le plus quand on a un franc, comment en fait on arrive à en tirer donc le plus profit et donc c'est là aussi de créer donc la richesse, donc créer donc la valeur, utiliser donc ces fonds le mieux possible, mais au-delà donc de l'optimisation financière, mais c'est l'optimisation même de l'organisation, l'optimisation des différentes ressources. Aujourd'hui, avec toutes les problématiques qui se posent aujourd'hui sur l'écologie, sur la question donc, de l'énergie et tout ça, et donc c'est optimiser chacune des ressources qu'on a donc à sa disposition pour pouvoir en tirer donc le maximum donc de profit. Et c'est là aussi donc que ça rejoint donc la notion de leadership, parce qu'en fait un leader effectivement, l'un de ses points forts, c'est d'être capable de pouvoir optimiser chacune des ressources qui lui est mise à la disposition. C'est pas en fait donc d'avoir donc les meilleures ressources humaines de qualité ou celles qui sont les mieux formées, mais c'est celles en fait que vous arrivez à faire travailler ensemble et qui permettent donc davantage donc de créer de la valeur. Et parfois en fait donc sur cette question, il suffit de mettre les gens dans les conditions de travail, de leur donner en fait donc les conditions idéales, idoines de travail, et vous verrez en fait que les gens sont capables de se révéler. Parfois en fait donc on a des gens très intelligents qu'on n'allait pas utiliser parce qu'on ne nous a pas mis donc dans les bonnes conditions, on n'a pas tiré donc on n'a pas reçu donc à optimiser donc leur intelligence ou leur savoir-faire. C'est juste en fait dire aux gens, je vous fais confiance, mettez-vous en fait ensemble et réfléchissez et vous verrez en fait que vous avez donc des pépites à côté de nous en termes donc de partage d'expérience. Petite anecdote, quand le groupe Attijari a acheté donc la CIF, en 2010, premier conseil donc du gouvernement, on fait un conseil où on avait prévu de faire deux nouvelles agences.
Bon, parce qu'on était anciennement Crédit Agricole, et déjà négocier avoir 2 agences, c'était déjà du boulot. Et puis bon, quand j'allais acheter, on a dit tiens, il développe le réseau, on a mis 5 agences. Et le PDG du groupe dit mais vous êtes à combien? Je lui dis président, on est en fait à 12. Il dit donc vous prévoyez de faire 5 nouvelles agences? Je lui dis oui. 12, ça va vous ramener à 15, 17. Je lui dis oui, si on arrive à faire les 5. Il me dit monsieur Koulibaly, vous avez en fait le go pour passer à 30 agences, pour doubler le réseau. Et si vous pouvez le faire, vous avez le go du conseil d'administration. Mais si vous ne pouvez pas faire, donc doubler le réseau, faites au moins 10. Alors, quand on est sorti de là, on s'est posé, donc avec les équipes, on s'est dit, comment on fait? Est-ce qu'on le prend en disant qu'on ne peut pas, ou on le prend comme un défi? On a pris effectivement comme un défi. On a fait en fait on a travaillé en équipe projet qui permet d'écraser donc les hiérarchies. Et vous avez vu en fait donc des gens qu'on sous-estimait et qui se sont révélés en fait parce que toute la hiérarchie, toute la chaîne hiérarchique a été donc mise à plat et donc ça a permis à chacun de se révéler et de pouvoir travailler librement comme il le voulait. Et à la fin de l'année, on est arrivé en fait aux 30 agences que le PDG donc avait demandé. Parce que donc les gens se sont lâchés et on leur a dit tout simplement une chose, vous allez travailler en équipe projet, vous allez enrichir les uns les autres. Et ce que vous allez apprendre, c'est d'abord pour vous avant que ce ne soit donc la banque. Vous allez vous enrichir mutuellement, vous allez en fait partir avec, vous allez l'utiliser dans votre vie de tous les jours, vous allez utiliser en fait, même si demain vous quittez donc la CIE, et donc vous permettez en fait, donc lâchez-vous, et les gens sont lâchés. À la fin, donc les différents ateliers ont fourni donc des livrables qui étaient parfaits, et ça nous a permis donc de dérouler et d'être capable donc de pouvoir tenir donc ce défi en fait que le PDG nous avait lancé. Je m'arrêterai là. Merci, Gérard. À toi, Jean-Michel. Merci, Hervé. Je pense que mes collègues du panel ont longuement présenté les différents éléments. Je veux juste m'appesantir un tout petit peu sur le volet ressources humaines, parce que c'est un pan qui est capital pour notre activité en tant que fonds d'investissement. Nous, on insiste toujours sur l'alignement des intérêts. Donc, la notion du fonds d'investissement qui vient, qui investit, qui gagne de l'argent et qui laisse au sortir de son investissement une entreprise qui est méconnaissable, c'est pas vraiment ça notre vocation. Donc nous on insiste toujours sur l'alignement des intérêts qui passe par des programmes que nous mettons en place au sein des entreprises dans lesquelles nous investissons. Donc lors de la phase de due diligence, nous identifions d'abord les forces et les faiblesses de l'équipe de gestion. Et par rapport à ces forces et faiblesses, on voit comment renforcer le management de l'entreprise, si c'est avec des programmes d'assistance technique qui sont mis à disposition par nos investisseurs, si c'est pas de la formation, où on a un troisième volet qui est la participation de ce qu'on appelle un operating advisor, donc un consultant expert du secteur d'activité dans lequel l'entreprise fonctionne et qui vient pour renforcer les capacités de l'entreprise. Donc généralement, ce consultant operating advisor qui travaille pour le fonds va également siéger à nos côtés au niveau du conseil d'administration, mais va intervenir de façon un peu plus opérationnelle dans l'entreprise parce qu'il a la connaissance du secteur. Mais à côté de ça, ce que nous mettons en place, c'est vraiment un plan de motivation de l'équipe de gestion. Et ça, pour nous, c'est la clé. Quand je regarde notre portefeuille, toutes les entreprises dans lesquelles on a mis ces plans-là, parce qu'on avait la possibilité, parce que les actionnaires de référence aux côtés desquels on investissait étaient pour ce genre de plan-là. Toutes ces entreprises-là ont réalisé des très bonnes performances. Pourquoi? Parce que le management savait que s'ils travaillaient, ils allaient gagner au même titre que le fonds d'investissement. Et on va encore plus loin dans ces mécanismes d'incentive où on met même ce qu'on appelle dans notre jargon de earn-out, qui sont en fait des rétributions de notre plus-value que nous payons soit à l'actionnaire de référence, soit à l'équipe de gestion. Donc tout le monde devient vraiment partie prenante du projet d'investissement que nous réalisons, parce que tout le monde gagne dans cet investissement-là. Donc pour nous, c'est une clé très importante de notre investissement, parce que ça permet d'aligner les intérêts de toutes les parties, et on l'a fait dans beaucoup d'entreprises. On vient de boucler un deal il n'y a pas très longtemps, dans une entreprise qui est dans la tech, et on était très surpris lorsqu'on travaillait au niveau de la due diligence, lorsque le fondateur de l'entreprise a dit
avant même que vous-même vous mettez votre plan d'incentive en place, moi voilà ce que je mets en place pour mon équipe de direction. C'est-à-dire, je vais leur donner des actions. C'est dans la tech, l'actif le plus important de ces entreprises-là, c'est la connaissance, c'est les employés. Donc, ils ne souhaitent pas qu'avec l'arrivée du fonds, les gens se sentent lésés et commencent à démissionner. Donc, lui-même, il a déjà commencé à mettre en place cet incentive package que nous avons renforcé avec notre participation. Et on le voit déjà, comment est-ce que les gens sont motivés à travailler. Merci. Merci. Alors, il nous serait difficile de nous quitter sans parler de complémentarité. Je pense que pas mal au cours de cet échange-là, nous avons abordé pas mal de sujets et je pense que Daouda aussi a fait un clin d'œil à cette complémentarité-là. Et que Jean-Michel, c'est un point dans la vie du pays qui est essentiel. Effectivement, lorsqu'on a déjà fait l'investissement, le pays, dans le financement du BFL, dans toutes les autres structurations, va se rapprocher de son banquier et travailler justement sur ces synergies-là. Donc on a l'occasion d'avoir le pays et aussi la banque et le banquier. Donc voilà. Du coup, en termes de complémentarité, comment vous la voyez? Comment vous le voyez, pardon? Et ensuite, en termes de best practice, qu'est-ce que vous souhaiterez? On va commencer par Daouda. Merci. Je pense que c'est une question donc essentielle. Hein. Je pense que c'est en raison de cette complémentarité-là que Jean-André m'a invité pour demander en tant que banquier donc, de venir à ce forum donc, sur le fonds d'investissement et le venture capital. Ce que je voulais dire, c'est que c'est une complémentarité naturelle donc, qui s'impose donc, à nous et que nous devons en fait fructifier et sur laquelle nous devons donc travailler davantage. J'ai eu la chance d'être dans une autre vie, président donc la commission financement des PME au niveau du patronat, et nous avons en fait réfléchi avec les autres amis et puis donc l'appui de ESC du patronat, de ESP pardon, l'entreprise donc de Eric Kakou, réfléchi sur en fait l'écosystème du financement des PME. Et donc, bien sûr, donc, il y avait pour nous clairement, donc, il y avait l'État qui doit jouer son rôle, tout est parti, les bailleurs de fonds doivent jouer leur rôle, mais à côté de ça, donc, il y a effectivement donc, les banques, donc, qui sont en fait très importants sur la question de financement donc, des PME, et bien sûr, donc, les fonds d'investissement qui doivent venir compléter tout cet écosystème-là pour permettre à ces PME-là d'être beaucoup plus performants, de pouvoir avoir des financements à long terme et de pouvoir avoir de l'accompagnement technique, de pouvoir avoir l'accompagnement en termes de gouvernance, comme c'est dit tout à l'heure par Jean-Michel. Donc pour nous, c'est vraiment une complémentarité naturelle, là où on ne peut pas partir, là où on ne peut pas s'investir, parce que bon, notre rôle, c'est d'accompagner, pas d'investir en fait donc, dans les entreprises, alors qu'en fait, vous, votre rôle, effectivement, c'est d'investir, et en fait, nous, on peut en fait vous accompagner donc en ce moment, parce que vous êtes dans l'entreprise, on peut accompagner donc l'entreprise pour son développement. Et quand on a la chance d'avoir un fonds d'investissement qui est dans une entreprise, pour nous, c'est un gage en fait donc de sécurité, c'est un gage donc de bonne gouvernance, parce que comme ça a été dit tout à l'heure, le fonds d'investissement, il apporte aussi de la technicité donc à l'entreprise dans son domaine, il améliore sa gouvernance, il améliore en fait sa gestion financière. En gros, en fait, donc, il vient lui apporter donc de la valeur, et donc là, ça met beaucoup plus à l'aise donc le banquier pour contribuer à financer davantage cette entreprise-là. En gros, pour faire simple, si vous avez en fait une entreprise qu'une banque finance, lorsqu'un fonds d'investissement rentre dans cette entreprise, donc le financement mécaniquement croît ou s'agrandit parce que la banque est beaucoup plus à l'aise en termes donc, de gouvernance, en termes de suivi, en termes donc, de points de suivi, en termes donc, de rapports, en termes donc d'amélioration de la productivité, tout ça rassure donc la banque, et la banque est donc investie est capable en fait d'accompagner davantage cette entreprise-là en mettant beaucoup plus de fonds donc à sa disposition.
Donc c'est une complémentarité que nous saluons et nous saluons, donc profitons pour remercier donc Jean-André qui nous donne l'occasion effectivement de pouvoir parler avec les fonds d'investissement au cours de ces 2 jours pour leur dire oui, nous sommes complémentaires. Bon, enfin, c'est pas vous que je voulais dire, mais pour rappeler cela, et que nous sommes complémentaires et que nous sommes à votre disposition. Si vous investissez dans une entreprise, vous pouvez venir donc nous voir, pour nous dire ensemble, regardons comment on peut en fait travailler sur telle ou telle entreprise. Et on est à votre disposition parce que, encore une fois, on est très complémentaires, on n'est pas du tout concurrents. J'insiste là-dessus, pas du tout concurrents, mais surtout, nous sommes complémentaires. Merci. Merci, je pense que là, la messe est dite, hein, complémentarité. Jean-Michel, je pense que bon. Bon, je pense que Daouda a tout dit. Hein. Il a tout dit. Moi, ma vision de cette complémentarité, elle est très simple. Je ne peux pas faire de dette. Daouda ne peut pas faire de equity. Voilà. Donc, moi, quand j'investis en fonds propres dans une entreprise, la deuxième chose, c'est comment est-ce que je finance la dette de cette entreprise-là. Sa dette à court terme, comment je finance en DFR, comment est-ce que je mets des lignes de spot en place pour pouvoir optimiser la gestion financière de cette entreprise. Et la seule chose que je peux faire, c'est de me tourner vers une banque. Et lorsque je vais vers la banque, qu'est-ce que je dis à la banque? Écoute, on vient d'investir dans cette entreprise-là, elle est mieux gérée, elle a un reporting qui est beaucoup plus régulier, les états financiers seront transmis à temps, tu es sûr que les chiffres que tu vois là-bas sont des vrais chiffres, parce que c'est dans notre intérêt que ces chiffres-là soient corrects. Donc je pense qu'il ne peut pas y avoir de concurrence, il ne peut qu'y avoir que de la complémentarité entre les banques et les fonds d'investissement. Et bien évidemment, lorsqu'on dit aux entreprises, parce qu'on investit dans des entreprises qui se sont financées au fil des années avec des financements qui étaient un peu maladroits, ok? Mais c'était le besoin qu'ils avaient. Lorsque nous arrivons, que nous restructurons, nous demandons à la banque, bon, voici ce que nous avons mis en place, comme on a parlé de planification stratégique et financière, ce que nous avons mis en place, accompagner cette entreprise-là à aller plus loin. Donc ça ne peut être que de la complémentarité, il ne peut pas y avoir de concurrence possible. Merci. Merci Jean-Michel. Je pense que nous sommes à la fin de cet échange et je souhaite que vous vous joigniez à moi pour remercier nos panélistes et pour la profondeur de cet échange-là et quelque part pour cette vision prospective qu'ils dégagent sur plusieurs aspects, dont la complémentarité du monde bancaire et du monde du private equity. Je vous remercie. Thank you so much for that wonderful intervention. And please, can we put our hands together for them, please?